Alors, je vous propose que l'on reprenne nos travaux pour le tant attendu rapport de synthèse qui sera présenté par Valérie Laure Benabou, qui est professeure à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, éminente spécialiste du droit de la propriété intellectuelle, de manière très transversale, puisque tu touches à tous les droits et au droit européen aussi. Et également co-autrice d'un passionnant À qui profite le clic. Alors, aujourd'hui, elle va peut-être nous dire à qui profitent les parapropriétés intellectuelles. Merci. Merci Agnès. Alors, je suis seule. On me laisse seule devant vous. Okay. C'est-à-dire à la difficulté de l'exercice de synthèse s'ajoute tout d'un coup cette solennité à laquelle je ne suis pas accoutumée. Néanmoins, je vais quand même remercier les organisateurs de ce très beau colloque. Non seulement j'ai eu du plaisir à voir des gens en vrai, même si j'étais dans mon petit coin là-bas, mais en plus à les écouter et à m'instruire de ces passionnants débats et de ces réflexions très fournies. Et donc vous comprenez à quel point il est difficile pour moi de faire cet exercice du rapport de synthèse qui est censé synthétiser la diversité des choses dites. Or, la synthèse, vous le savez, ne doit pas être une paraphrase, et la synthèse ne doit pas non plus être une parasynthèse, c'est-à-dire une pénétration du bistouri à l'intérieur du conduit auditif externe, qui serait évidemment à cette heure tardive extrêmement inconfortable. Donc je vais essayer de naviguer entre ces deux récifs, puisqu'on a parlé de récifs de la navigation du rapport de synthèse pour éviter la paraphrase et la parasynthèse. Je ne vais pas vous parler de parapluie, ni de paratonnerre, ni de parasol, mais je vais bien vous parler de la parapropriété intellectuelle. Alors, un petit mot d'explication pour le choix de cette photographie qui, pour les moins de 20 ans, probablement ne sera guère évocatrice. Le monsieur peu sympathique tient dans sa main ce qu'on appelle du Canada Dry. Le Canada Dry était une boisson très en vogue dans les années 80-90, complètement obsolète désormais. Mais la publicité autour du Canada Dry, c'était... Ça a l'air de l'alcool, ça a le goût de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Et ça a bercé, je pense, nos jeunesses, à nous, cinquantenaires, qui, en buvant du Canada Dry, avions la sensation d'une espèce de transgression extraordinaire. Voilà. Donc, pourquoi la propriété intellectuelle et pourquoi la parapropriété intellectuelle et pourquoi la tête de ce monsieur désagréable? Eh bien, parce qu'il me semblait que vous avez pu le voir, c'est un puzzle. Donc la parapropriété intellectuelle, au terme de cette journée, pour moi, est un puzzle. Pour moi, est aussi peut-être un ersatz, donc un Canada Dry de la propriété intellectuelle. Mais plus sérieusement, vu le monsieur avec son regard courroucé, la parapropriété intellectuelle est potentiellement une menace. Et donc, je ne satisferai pas, et non, au plan de partie, de sous-partie. La présentation de cette synthèse se fera sous les auspices de cette triangulation. La parapropriété intellectuelle est un puzzle, un ersatz et probablement une menace. Alors, la parapropriété intellectuelle est un puzzle. Vous avez pu vous en rendre compte à travers cette très riche journée, dans la diversité des manifestations de ce phénomène, donc dans cette approche phénoménologique, on va dire, de la parapropriété intellectuelle, dans le temps, dans l'espace, dans les domaines, et également dans la diversité des prérogatives. Alors, diversité des manifestations de ce phénomène de la parapropriété intellectuelle dans le temps et dans l'espace, avec ce que l'on pourrait qualifier de terminologie fractale, pour reprendre la métaphore utilisée par Mireille Beudens. On nous a parlé de parapropriété, de suprapropriété, voire d'ultrapropriété, Pascal Tréfini. Mais Bérengère Glaise nous a parlé, elle, à un moment de contrapropriété ou de métapropriété. Pour Alain Strouel, il était préférable de faire appel à des droits voisins, et Jean-Michel Bruguière nous a cité
peut-être le doyen Carbonnier à travers son monopole parasite, donc une terminologie pour le moins complexe, multiple, mais prête à prône à tous les superlatifs. Nous avons pu nous rendre compte que ces droits étaient potentiellement instables dans le temps, puisque certains ont été déchus. Jean-Pierre Gridel est absolument opposé à ce terme, disant qu'on ne sait jamais si une jurisprudence est morte et qu'elle peut se réenvoler et réemprunter ses ailes pour se réenvoler, mais des jurisprudences se sont vues leurs ailes coupées, notamment la jurisprudence sur le droit à l'image des biens, et d'autres sont en potentialité, en devenir, comme nous l'ont fait voir à la fois Grégoire Loiseau et Alain Strouel. En tout état de cause, Mireille Benens nous a bien montré qu'il y avait une absence de consensus sur le périmètre de cette parapropriété intellectuelle au plan international. Chaque État développant des outils, ici le parasitisme, ici des assimilations, ici des limitations qui sont propres à chaque culture juridique, et ce qui n'est pas une moindre des difficultés si on envisage la parapropriété intellectuelle dans une optique internationale, puisque en fait c'est très intéressant de jouir d'un droit de propriété intellectuelle en local, mais parfois et surtout on a besoin d'avoir une protection internationale. Or, la diversité des figures juridiques auxquelles nous avons pu faire face aujourd'hui montre qu'il est très difficile de transposer ce petit droit de propriété intellectuelle qui est né ici, là, alors qu'il n'a pas forcément de correspondance. Donc, ça serait une première limite, entre guillemets, à l'efficience du mécanisme. Diversité des domaines, je n'y reviens pas très longtemps, mais manifestement, la parapropriété intellectuelle s'instille partout, dans le sport tout particulièrement, comme nous l'ont bien montré à la fois Didier Poracca, Pascal Tréfini et Julien Taïeb, avec une prise en compte de cette manifestation au niveau européen dans l'arrêt Première Ligue qui a été cité, qui ouvre la voie aux États membres précisément à créer ce paradroit de propriété intellectuelle pour l'activité sportive dans les États dans lesquels elle n'est pas encore mise en œuvre. Certaines activités des personnes publiques, comme nous l'a fort bien démontré Philippe Yolka, notamment à travers la loi sur les domaines nationaux, j'y reviendrai, manifestation un petit peu atypique, fin de comète peut-être de la jurisprudence sur l'image des biens. Mais le champ est beaucoup plus large en réalité, puisque les données, au sens le plus large, comme nous l'a dit Alain Strouel, les données personnelles, les données non personnelles peuvent être potentiellement source ou vecteur de parapropriété intellectuelle, l'image des personnes notoires, et d'autres encore qui avaient été mis de côté pour les besoins de ce colloque, mais qui indiscutablement s'apparentent à cette ensemble, je ne peux pas dire catégorie, puisqu'on a bien montré qu'il était difficile de trouver une catégorie telle que le secret des affaires ou le parasitisme. Multiplicité des instruments également, et j'aurais voulu développer plus longtemps, mais je ne vais pas, rassurez-vous, vous conserver très longtemps. Donc je pense qu'un des éléments très intéressants du point de vue des sources du droit aujourd'hui était l'émergence, l'efflorescence de ces droits. Alors parfois par la petite porte de l'usage, de la pratique qui devient un usage, qui devient une coutume, qui devient une jurisprudence, qui devient peut-être une loi, sans forcément que toute cette trajectoire soit à chaque fois effectuée. Parfois, on reste au stade de la pratique et en réalité, on crée de l'exclusivité via le contrat combiné avec des mesures techniques de protection. Parfois, on va un tout petit peu plus loin et on crée des pratiques d'ailleurs qui peuvent être contra legem. On a parlé de droit imaginaire, Jean-Michel Bruguière parlant par exemple de certaines pratiques des musées qui apposent des éléments de réservation sur des choses dont on peut s'interroger, dont on peut légitimement se demander si
quelconque raison d'être réservée. Et puis, parfois, on arrive jusqu'à des jurisprudences qui consacrent. Mais ces jurisprudences, nous a dit notamment Grégoire Loiseau et le conseiller Gridel, ces jurisprudences sont parfois contradictoires et il est difficile d'avoir une colonne vertébrale. L'avantage de la propriété intellectuelle par rapport à la parapropriété intellectuelle résiderait donc dans cette relative fixité de la source du droit qui est la loi versus des droits dont les manifestations ne sont, comme on l'a dit, pas forcément stables dans le temps. Donc, se fonder pour un modèle d'affaires sur une prérogative en germe, mais dont la consécration est incertaine parce que la Cour de cassation, dans sa première chambre civile, ne va pas s'aligner sur la position qu'elle tient dans la chambre commerciale, ou c'est peut-être un peu compliqué, parce que ce que l'on cherche dans la propriété intellectuelle, c'est la prévisibilité, l'intérêt de la propriété intellectuelle, c'est l'anticipation, ça a été dit, et c'est aussi la possibilité de se défendre contre une attaque, mais avoir des droits si évanescents peut paraître compliqué pour fonder une stratégie de défense et une stratégie d'anticipation. D'autant que parfois la jurisprudence va jusqu'à biaiser ou à forcer les qualifications juridiques, et c'est vrai qu'on doute que Messi soit là en tant que mannequin des maillots qu'il revêt, et que c'est probablement l'inverse, que la valeur économique réside davantage dans Messi que dans le maillot qu'il revêt. Donc des fondements qui nous échappent et une construction de la norme qui est fluide, qui est peu facile à appréhender. Et puis des lois, parfois des lois de circonstance qui parachèvent la jurisprudence. On pense à la loi sur la protection des domaines nationaux, mais qui est un peu racornie au regard des objectifs qui pouvaient être déterminés et qui ont été rappelés, peut-être la légitimité de la valorisation du patrimoine immatériel de l'État. Eh bien, on arrive à quelque chose qui est finalement assez ridicule du point de vue quantitatif, eu égard au peu de domaines nationaux qui sont énumérés dans la loi et de ce que représentent les domaines nationaux. Et puis, diversité des instruments aussi, à propos de la structure des droits. Les instruments de réservation, et je vais y revenir, puisqu'en réalité, par approximation, on essaye de trouver quel est le noyau dur de ce que pourrait être cette parapropriété intellectuelle. Donc j'approche le terme de réservation, cher à Michel Vivant, qui n'est pas là, mais on pense à lui aussi. Et Grégoire Loiseau, comme Alain Strowell, comme Mireille Beudens, nous ont montré que ces contours pouvaient être extrêmement variables, qu'ils empruntaient parfois à des actions fondées sur la protection de la vie privée, parfois au contrat, parfois aux mesures techniques de protection et parfois à d'autres jurisprudences en droit comparé. Alors, ça, c'était la diversité. La diversité, vous l'avez tous perçue, elle est infinie, et on peut s'interroger même sur le caractère ouvert de cette catégorie, à supposer qu'elle exista. Est-ce que la parapropriété intellectuelle existe? Et si c'est une catégorie, quels sont les critères qui permettraient d'identifier ces éléments constitutifs? Deuxième élément, la propriété intellectuelle est un ersatz, puisque précisément on a choisi ce vocable de parapropriété intellectuelle, c'est que l'on définit le phénomène par comparaison, et William Dross l'a bien fait, avec un autre phénomène qui est celui de la propriété intellectuelle. Et quand on regarde dans le dictionnaire ce que signifie para, cela signifie à côté d'eux, et cela signifie aussi ressemblance plus ou moins prononcée, souvent trompeuse, avec une idée de marginalité ou même d'anomalie. Alors, ces deux acceptions sont très intéressantes, parce que si on dit ce qui est à côté d'eux, il va falloir déterminer un élément de proximité. Or, nous avons vu, et avant de développer un peu plus cette idée,
que parfois les droits de parapropriété intellectuelle dont il a été fait état aujourd'hui sont eux-mêmes déjà dans le Code de la propriété intellectuelle, laissant présager qu'ils sont des droits de propriété intellectuelle. Et dans l'approche que nous donnait William Droz tout à l'heure, être ou ne pas être de la parapropriété intellectuelle se résoudrait dans une équation simple éventuellement qui serait, si c'est de la parapropriété intellectuelle, c'est de la propriété intellectuelle. En réalité, si ça ressemble tellement à de la propriété intellectuelle, il n'y a pas de raison de ne pas traiter la parapropriété intellectuelle comme une propriété intellectuelle. Je sais que ce n'est pas la position que vous avez défendue, mais c'est une option intellectuelle. Donc, définir la proximité est compliqué, dès lors que parfois ces éléments sont déjà inclus dans le concept ou dans la nébuleuse de la propriété intellectuelle. Et puis, exprimer une idée de ressemblance plus ou moins prononcée, cela signifie qu'on va chercher, encore une fois, par approximation, des éléments de comparaison qui nous permettraient de dire « Ah, là, on est dans un périmètre qui est suffisamment proche de la propriété intellectuelle pour être à côté de la propriété intellectuelle, s'en rapprocher, sans être confondu avec le concept même. » Mais nous avons vu que c'était très difficile de réaliser cet exercice. D'abord parce qu'on manque de points de départ. Dire ce qui est à côté d'eux signifie déjà localiser le point de départ de cette proximité. Or, nous avons pu constater, et je pense que tout spécialiste de propriété intellectuelle ici sera relativement d'accord avec cette idée qu'il est excessivement difficile de définir et de délimiter la propriété intellectuelle. Donc, a fortiori, définir la parapropriété intellectuelle devient compliqué. Ce problème a été mis en exergue notamment par Mireille Beudens, qui montre à quel point, par exemple, la protection, notamment par le droit d'auteur d'objets qui semble extrêmement limitée de la fonction à laquelle ce droit est censé répondre, crée des effets de contamination et d'extension du droit de la propriété intellectuelle très au-delà de ce que l'on avait imaginé. Et donc, comment définir ce qui est de la parapropriété intellectuelle si déjà la propriété intellectuelle s'étend au-delà de son champ naturel, on va dire, d'intervention. Et puis, on a vu qu'il pouvait y avoir des mises en abîme de ce qu'est la notion d'œuvre à travers l'analyse qui a été conduite par mon collègue William Droz sur la personnalité en tant qu'œuvre, être créateur de soi-même. L'idée est audacieuse. Est-ce que le bébé, qui jouit quand même d'un droit à la personnalité, a eu le temps de se construire un destin qui lui permettrait de se considérer créateur de lui-même? Évidemment, la question sollicite et nous interroge, mais elle montre à quel point la porosité des catégories juridiques, qui sont celles notamment de la propriété littéraire artistique, autorise à élargir ce champ de façon extrêmement importante. Alors, on pourrait avoir une approche purement formelle, ce qui est dans le code, ce qui est hors du code. Voilà, ce serait simple, sauf que là encore, au plan international, ça n'a aucun sens, cette idée-là. On n'a pas de code de la propriété intellectuelle partout. Et puis, pour avoir participé à un ouvrage sur la codification, enfin, coécrit un ouvrage sur la codification de la propriété intellectuelle, en 1992, quand il s'est agi de codifier la propriété intellectuelle, le législateur n'a eu à aucun moment une réflexion conceptuelle sur la notion. À aucun moment s'est posé la question de savoir ce qui constituait la propriété intellectuelle et qui légitima qu'on fasse entrer certains items dans ce code ou qu'on les en fasse ou que l'on en les exclue. Alors, un exemple simple, et notamment dans les constructions, dans l'architecture du code de la propriété intellectuelle, les appellations d'origine,
qui sont, mais en réalité dont le régime a été renvoyé au code de la consommation. Est-ce qu'elles sont dedans? Est-ce qu'elles ne sont pas dedans? Est-ce que, enfin, il ne s'appelle plus l'appellation régime, ça s'appelait comme ça. La question du secret des affaires, dont tout le monde s'accorde à dire que le régime juridique est quand même fort proche de la propriété intellectuelle, mais donc pourtant on n'a pas, semble-t-il, décidé de l'intégrer dans le code de la propriété intellectuelle. Le droit sui generis sur les bases de données, dont on ne savait tellement pas comment le qualifier, qu'on l'a appelé droit sui generis et qu'on a créé un titre 3 pour ne pas le confondre avec les autres droits voisins. Donc voilà, on a déjà une logique du code de la propriété intellectuelle qui n'est pas limpide, à tout le moins, et dont les phénomènes d'inclusion et d'exclusion sont eux-mêmes à peu près illisibles. Donc dire c'est de la propriété intellectuelle parce que c'est dans le code, ou ça n'en est pas parce que c'est hors du code, est probablement quelque chose qui est faux. Parce que, encore une fois, pas de définition de la propriété intellectuelle. Mais peut-être est-ce que cette définition n'existe pas et qu'il y a des propriétés intellectuelles et que finalement ce rassemblement formel n'est là que par commodité. Donc, la question pourrait, au-delà de l'approche formelle, donc de la codification, consisterait à dire ce que l'on fait tous, j'imagine, quand on commence un cours d'introduction à la propriété intellectuelle et qu'on essaye de dire à nos étudiants qu'est-ce que c'est que la propriété intellectuelle. On essaye de créer des éléments de congruence. Alors, souvent, c'est l'exclusivité. Souvent, on va parler d'un droit exclusif et c'est en cela qu'on le rattache au concept de propriété, la possibilité d'exclure autrui via les mécanismes d'autorisation préalable. Mais si on y regarde de plus près, on peut se rendre compte qu'en réalité, notamment dans la propriété littéraire artistique, il y a des droits à rémunération équitable, par exemple, qui ne sont pas des droits exclusifs, qui sont simplement des droits à rémunération. Donc le concept même d'exclusivité est insuffisant à couvrir l'ensemble des droits de propriété intellectuelle. Et on voit bien que, d'ailleurs, on peut avoir, d'une certaine manière, au sein de la propriété industrielle, des droits qui étaient initialement exclusifs, mais qui ne le sont plus suite à des mécanismes de forclusion par tolérance ou de licence obligatoire ou ou d'autres mécanismes qui limitent en réalité cette exclusivité inaugurale. On pourrait dire que c'est la durée qui est limitée. C'est revenu à plusieurs reprises de contester en réalité la parapropriété intellectuelle comme n'étant pas bornée dans le temps, au contraire de la propriété intellectuelle. Oui, mais en réalité, si vous regardez un certain nombre de droits qui sont réactivés dès lors que leur fonction essentielle continue d'exister, je pense évidemment au droit des marques, mais je pense aussi au droit sui generis sur les bases de données, le critère de temporalité limitée est quand même battu en brèche. Il y a les limitations. Alors là, sur les limitations, je crois qu'il y a plus ou moins consensus. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'il y ait dans le code de la propriété intellectuelle des droits qui ne soient pas d'une certaine manière limités par des exceptions. Donc ça, c'est peut-être un indice, mais c'est étonnant de définir un objet à travers le seul point commun qui serait l'existence de limitations. Et puis, il y en a un autre qui est... à coup sûr, on va dire, l'action en contrefaçon. Et là, on a quelque chose qui est important parce que c'est un mécanisme probatoire allégé qui permet et qui donne cette force aux titulaires de droit de ne pas devoir faire assumer tout le fardeau de la charge de la preuve, mais que c'est bien aux défendeurs de montrer qu'ils pouvaient pénétrer le royaume du titulaire et qu'il l'a fait que le faisant sans autorisation, il s'expose à des sanctions. C'est là probablement qu'est la force unificatrice de la propriété intellectuelle dans cette action en contrefaçon. Or, la parapropriété intellectuelle dont il a été question aujourd'hui, eh bien, ne nous offre pas, semble-t-il, la même efficacité quant à la charge probatoire, et donc on peut à nouveau se poser la question de son utilité. Mais il y a aussi ce qui ressemble. Alors,
donc ça c'était la proximité, mais ce qui ressemble à la propriété intellectuelle dans la parapropriété intellectuelle, cette ressemblance morphologique, pour reprendre les termes de Grégoire Loiseau, quelle est-elle? Est-ce que c'est le caractère incorporel? Est-ce que c'est le caractère intellectuel? William Dross, au terme d'une démonstration tout à fait crédible, nous dit non, nous dit manifestement, en tout cas, ça ne permet pas, ce terme d'incorporalité ou de caractère intellectuel n'est pas suffisamment fédérateur au sein de la propriété intellectuelle pour permettre par extension de définir un deuxième périmètre de la parapropriété intellectuelle au regard de ces critères. Alors, la question c'est, quel est le ratio? À partir de quand peut-on considérer qu'on est dans la propriété intellectuelle ou qu'on est dans une exopropriété intellectuelle si éloignée de la propriété intellectuelle qu'on ne serait plus dans la parapropriété intellectuelle? Par exemple, la question de la réservation par le contrat. Bien évidemment, au quotidien, cette réservation par le contrat intervient. Et on voit bien que, notamment dans le monde des données, le mécanisme d'exclusivité ou de propriété trouve sa source dans le contrat. Sauf que c'est une drôle de propriété qui n'est pas opposable au tiers. Alors, est-ce que là, on est encore dans de la parapropriété intellectuelle? On a un effet de réservation, mais cet effet de réservation n'est pas opposable erga omnes. Est-ce qu'on est dans cet entre-deux, dans cet état intérimaire qui crée une sorte d'apparence de propriété intellectuelle? La réservation par la technique, qui est d'une efficacité redoutable, mais qui peut couvrir n'importe quel type de prérogative. Et en fait, le verrou de la porte est aussi une réservation par la technique. Et est-ce que pour autant cela crée de la parapropriété intellectuelle? On voit bien qu'on est ici très loin. Alors, ce qui ressemble, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est aller chercher le concept de propriété, dont on n'a bizarrement pas beaucoup débattu aujourd'hui? C'était surprise, mais je comprends qu'on ait voulu éviter l'écueil et le récif. C'est même plus qu'un récif. Parce que ça nous emmenait très loin d'aller réfléchir sur les contours de la propriété. Est-ce que la propriété, la parapropriété serait une quasi-propriété qui serait donc une propriété amoindrie? Quel est le point sur quoi porte le para à proprement parler? Est-ce qu'il parle de la propriété? Est-ce qu'on est sur quelque chose qui ressemble à de la propriété, mais qui n'en serait pas, et donc dont les prérogatives ne seraient pas de la même efficacité ou de la même portée ou de la même force que la propriété? On aurait des prérogatives amoindries? Ou est-ce que la parapropriété intellectuelle porte sur le fait que c'est presque de la propriété intellectuelle au regard des objets qui sont couverts? C'est ce que William Dross disait tout à l'heure. Finalement, on parle quand même de choses qui sont des biens intellectuels. Malgré tout, le point commun de tout ce qui a été dit aujourd'hui, c'est qu'on ne parle pas d'objets concrets, mais dans ce cas-là, la catégorie est potentiellement infinie. Est-ce qu'il faut voir reconnaître un droit d'exploitation? Ce terme a été repris à plusieurs reprises. On s'est posé la question de savoir si d'ailleurs on était propriétaire de l'objet ou si on est propriétaire d'un droit d'exploitation, ou est-ce qu'on avait tout simplement la jouissance d'un droit d'exploitation? Ce terme de droit d'exploitation lui-même, Séverine Dussolier a fait un très bel article au Mélange Lucas sur la question du droit d'exploitation, mais c'est un concept qui est relativement peu exploré en réalité, qui nécessiterait peut-être qu'on s'en saisisse avec davantage d'intérêt au-delà même du champ de la propriété intellectuelle, puisque derrière le terme d'exploitation, il y a forcément l'idée aussi d'une activité économique. Or, peut-être que ce terme de droit d'exploitation renvoie à d'autres réalités que nous connaissons dans les fonds de commerce, enfin quelque chose qui se rapproche beaucoup du droit commercial et qui pourrait peut-être fournir des clés. On n'a pas du tout parlé aujourd'hui des objets comme la propriété du fonds de commerce.
évidemment un droit de propriété incorporel, pourtant on n'en a pas parlé, et sur lequel il y a un droit d'exploitation qui correspond à la capacité d'attraction d'une clientèle à travers l'image, notamment l'image de ses produits. Voilà, ça fait partie des pistes. Et puis, s'agissant des différences, Annabelle Dalex nous a bien montré que en fait, ces droits qu'on lui opposait avec véhémence parfois, eh bien, étaient des droits sans limite. Et là, on touche peut-être à un autre élément de la comparaison, c'est que comparaison ici, c'est que ces droits qu'on vient brandir n'ont pas justement la balance des intérêts ou n'intègrent pas la balance des intérêts qui est familière en droit désormais, encore plus que jamais d'ailleurs, en droit de la propriété intellectuelle. Alors pour finir, la parapropriété intellectuelle est-elle une menace? Et vous voyez la mine renfrognée du monsieur qui évidemment nous pétrifie. Est-ce que c'est une menace pour la propriété intellectuelle? Et deuxième point, est-ce que c'est une menace pour le domaine public? Et je ne parle pas ici du domaine public au sens du droit administratif, mais du domaine public au sens où on l'entend généralement dans la propriété intellectuelle. Alors, je veux revenir rapidement sur cette question entre l'existence et l'essence, puisque c'était quand même la dichotomie directrice du colloque. Distinction entre existence et essence, et cette distinction, elle fait émerger un état intermédiaire entre l'être et le non-être, c'est l'être en puissance, et la différence entre l'être en puissance et l'être en acte. Ainsi, il pourrait y avoir entre la non-propriété intellectuelle et la propriété intellectuelle un état intermédiaire. Et deux personnes nous l'ont dit aujourd'hui. Mireille Beudens, quand elle nous a parlé de son continuum et qu'elle nous a parlé de ses escargots, eh bien, nous parlait de cet état intermédiaire, de ce continuum qui fait qu'on passerait, on n'est pas obligé d'avoir une vision complètement binaire, et c'est aussi ce que nous a dit William Dross, de dire c'est ou de la propriété intellectuelle ou ça n'en est pas. Il y a peut-être des états intermédiaires. Alors évidemment, imaginez cet entre-deux complexifie très fortement la vision binaire que nous avons du rapport à la liberté versus l'exclusivité. Comment est-ce qu'on aménage ces espèces de strates? Donc on ne travaillerait plus sur c'est de la propriété intellectuelle, droit d'exclusivité, et en dehors c'est de la liberté, mais on aurait des états intermédiaires qui seraient ces droits de parapropriété intellectuelle et qui permettraient peut-être de trouver une granularité, pour parler informatique, fine entre l'exclusivité radicale et la liberté radicale. Comment l'imaginer? Comment les imaginer? En tout cas, ce que l'on a pu constater aujourd'hui, c'est que ça n'était pas vraiment ce qui était à l'ordre du jour dans les prérogatives dont il avait été fait état. Parce que, au contraire, ce qu'on nous a dit, c'est que la parapropriété intellectuelle pouvait non pas être quelque chose qui s'accommode avec la propriété intellectuelle dans une sorte de continuum, mais quasiment une menace existentielle pour la propriété intellectuelle. Les droits de parapropriété intellectuelle dont il a été fait état aujourd'hui apparaissent en effet souvent plus économiquement efficaces que des droits de propriété intellectuelle. D'abord, ce sont des droits dont les objets sont parfois indéterminés. Annabelle Dalex nous l'a dit, d'autres nous l'ont dit aussi. Des droits qui se prolongent en dehors même de l'objet du droit originaire, notamment le droit au pari sportif, dont nous ont parlé à la fois Didier Poracca et Julien Taïeb, dont on voit une espèce de déplacement. Est-il légitime? Il n'est pas légitime, ça n'est pas l'objet de mon intervention, mais c'est qu'on passe de la manifestation sportive au pari associé à la manifestation sportive, et donc une espèce de droit par ricochet qui s'étend. Ces droits donc, au contour non défini, qui nécessitent, lorsqu'on est en défense, de contester la force de ce monopole qu'on oppose. Pascal Tréfini nous a fort bien démontré qu'il fallait mieux avoir en fait un droit sur les signes olympiques qui était bien plus efficace que le traditionnel droit des marques, qui avait encore quelques exigences, pas très fortes, mais quand même des exigences d'entrée dans la protection.
Alain Strouhel nous a rappelé que l'arrêt Ryanair, rendu par la Cour de justice de l'Union européenne, avait permis au propriétaire, alors je ne sais pas comment le qualifier, en tout cas celui qui avait fait une base de données, de jouir de droits plus étendus que si on lui avait reconnu un droit sui generis ou un droit d'auteur, puisque eh bien, les exceptions inhérentes à ces régimes ne lui étaient pas opposables. Jean-Michel Bruguière nous a même dit dans son introduction que dans la pratique, certains titulaires de droits mettaient leurs droits sur des dessins et modèles sous le tapis pour pouvoir agir en action parasitaire. Parce que si d'aventure le juge savait que ces droits existaient, on leur opposerait évidemment qu'il faut agir à l'intérieur du droit de propriété intellectuelle et non à l'extérieur. Et puis, Grégoire Loiseau nous a parlé des méthodes de création du droit qui sont sournoises et pleines de duplicité et qui donc permettent de créer du droit de la parapropriété intellectuelle contre le droit de la propriété intellectuelle. Et face à ce risque de dissolution de la propriété intellectuelle, quelles sont les stratégies à occuper? Ne vous en faites pas, j'ai presque fini. Deux idées ont émergé aujourd'hui. Une première idée, c'est l'idée d'une sorte de fusion-absorption. Alors, la première fusion-absorption, c'est un peu la logique formelle que j'évoquais tout à l'heure. Le droit de la propriété intellectuelle accueille ces droits voisins, ces droits de proximité en son sein, et en fait des droits de propriété intellectuelle. Ou, nous dit Jean-Michel Bruguière, ce qui est une proposition un peu différente à mon avis, on étend en quelque sorte le droit, alors est-ce qu'il s'appellerait propriété intellectuelle encore, est-ce que le droit de la notoriété, et on permettrait au sein du droit de la propriété intellectuelle de distinguer une forme de droit commun de la propriété intellectuelle et des droits spéciaux de la propriété intellectuelle dans une nouvelle architecture à réenvisager des droits de propriété intellectuelle dans un mécanisme de recodification ou de réorganisation de la catégorie propriété intellectuelle. Mais dans les deux cas, on va dire, la fusion-absorption serait faite par le biais de la propriété intellectuelle. Il y a l'autre option qui consiste à dire, eh bien non, chaque champ reste dans son périmètre. Il y a bien la propriété intellectuelle dans un champ, et puis dans un autre champ, il y a d'autres droits qui peuvent être soutenus par les prérogatives du droit civil. L'article 9 a été évoqué à plusieurs reprises. Ou le parasitisme fondé sur la responsabilité délictuelle aménagée, entre guillemets. Il y a la possibilité, contre la concurrence de ces droits, si tant est qu'ils menacent la propriété intellectuelle par une concurrence déloyale d'efficacité économique, eh bien, ce serait d'adopter une doctrine de combat. En fait, cette posture de combat, on l'a vu, on l'a entendu chez Bérengère Glaise, on l'a entendu aussi, bien sûr, chez Annabelle Dalex, combattre la brutalité des monopoles. Et dans ce combat, par exemple, un certain nombre d'outils peuvent être mis en place qui sont forcer le partage, obliger au partage. Alain Strouhel nous en a parlé, Philippe Yolka nous en a parlé également. Il y a aujourd'hui une dimension très puissante de contestation de la propriété intellectuelle ou de reformulation de la propriété intellectuelle qui réfléchit sur partageons plutôt que réservons. Et évidemment, si cette idée prospère en propriété intellectuelle, on peut dire a fortiori doit-elle prospérer pour la parapropriété intellectuelle. Dernier slide. Est-ce que finalement, ce qui nous a été dit aujourd'hui ne constitue pas une menace pour le domaine public? On a assez peu parlé du domaine public. Or, moi, c'est un objet qui m'est cher. Pas mal travaillé sur cette question. Et or, aujourd'hui, j'ai entendu des choses qui sont quand même extrêmement préoccupantes. Parce que si on considère que le phénomène de création de para-droits de propriété intellectuelle est sans limite et se greffe sur l'idée que parce qu'il y a une valeur économique, parce qu'il y a un investissement, il peut y avoir de la réservation, eh bien, ça veut dire qu'on survalorise l'intérêt privé et qu'on n'a jamais de réflexion sur quel est l'intérêt public sous-jacent
qui normalement sous-tend les droits de propriété intellectuelle dans une approche certes assez, non pas juste naturaliste des droits, mais plutôt utilitariste des droits. Donc il y a quand même un intérêt public sous-jacent à la propriété intellectuelle. Or, ça n'est pas parce qu'on peut créer de la valeur que cette valeur légitime nécessairement qu'on bloque l'accès à cette valeur aux tiers. Et il me semble que, à part pour le droit du sport, où Didier Poracca a fait cet effort de formaliser l'intérêt public sous-jacent, la protection du sport en tant que tel, de la loyauté du sport, souvent, eh bien, oui, ok, je suis notoire, j'ai du succès, je suis une star de la télé-réalité, et donc il est légitime que je puisse protéger mon image ou que je puisse empêcher les tiers de l'utiliser parce que j'ai un intérêt économique dessus. Oui, moi, ça me paraît un peu court comme justification, et il me semble que précisément tout l'intérêt, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure des limitations, tout l'intérêt de la propriété intellectuelle, c'est d'avoir construit ou de construire de façon permanente et de réajuster de façon permanente l'équilibre entre l'intérêt privé du titulaire et les intérêts publics, les intérêts du public, les intérêts sous-jacents, les intérêts contraires. Donc voilà, pour finir, je pense que ce dont nous avons besoin à travers toute cette agitation, c'est de retrouver un calme, évidemment un calme olympien. Je vous remercie.